Bonjour à tous, merci d'être là, pour ceux qui sont là. Je vous annonce tout de suite, vous aurez plus de chance que les autres, vous aurez des jolis stickers à la fin. Mon nom est Loïc Magnette, je suis un développeur senior pour une société de consultance belge appelée Onirix. Je suis aussi le papa d'une petite fille de 3 ans et je suis le co-organisateur du BitJug, donc du Belgian Java User Group. Donc, tous les mois on a un event où on parle de Java et de ses environs, donc il n'y a pas que du Java. Donc si vous voulez joindre à vous, il y a une page Meetup, n'hésitez pas à venir me voir. Et vous avez en bas tous mes réseaux sociaux. Et comme est fixe juste avant, j'essaie de quitter Twitter, donc je suis sur Blue Sky. Si vous voulez éviter la plateforme de Elon, vous pouvez venir là aussi. Alors historiquement, j'avais un slide qui vous expliquait comment j'étais tombé à faire du full stack. Et j'ai essayé de l'annuler simplement parce qu'en fait, c'est très simple. Je suis un consultant. Et quand on est consultant, on va chez le client il vous demande des choses et vous répondez oui. Même si vous ne savez pas, vous dites oui. Et en fait, j'étais un développeur back-end Java. Et un jour, le client m'a dit « Ah, on va faire des front-end avec du JavaScript, tu sais, AngularJS, Angular, React. » Et on a dit oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on se retrouvait à utiliser cette dépendance Maven, qui est très pratique quand vous faites du Spring Boot. Elle permet de copier tout votre JavaScript dans votre application, dans vos ressources. Comme ça, quand vous déployez votre application, ben, tout est là et vous pouvez déployer un beau monolithe qui marche bien. Sauf qu'en tant que développeur, c'est pas la meilleure développeur expérience ever. Pourquoi? Ben parce que quand on est en tant que développeur, on va devoir démarrer notre JS avec notre front-end qui tourne, on va devoir démarrer notre back-end à côté, et en plus on va devoir gérer un problème de français, on va devoir gérer les Corses. Enfin, pas ceux-là, mais les autres. Fondamentalement, c'est pas agréable en tant que développeur. On doit se préoccuper de beaucoup trop de choses. Et en plus de ça, si on commence à avoir des équipes séparées, on se retrouve à se dire tiens, tu as déployé la dernière version du back-end parce que moi j'ai besoin de cette API. Et le front-end va être dans le sens tiens, le développeur back-end, tu as besoin de quoi exactement? Et en fait, jamais personne n'arrive à avoir l'image complète. Alors, dans le monde Java, il y a Spring qui est très connu, mais un autre framework où la développeur experience, c'est un des éléments clés, un des éléments qui revendique le plus, c'est Quarkus. Alors, Quarkus offre plein d'intégrations, en fait, autant que Spring au jour d'aujourd'hui ou presque. Il y a des avantages en termes de taille des livrables. Donc, on peut avoir des livrables de vraiment petite taille avec des temps de démarrage extrêmement rapides. Et il vous permet aussi de choisir, est-ce que je veux faire de l'impératif ou du réactif? Et je peux changer ça sans devoir me poser la question au début de mon projet. Parce que généralement, quand on démarre un nouveau projet, on ne sait pas si on va avoir 10 utilisateurs ou 10 000, ou 100 000 ou 10 millions. Alors, je vous espère que vous avez 10 millions, mais généralement quand on reste avec 10, et l'impératif est quand même plus pratique quand on fait 10 que du réactif. Donc c'est le genre d'avantage qu'on a. Alors, avant de parler de ça, je voudrais juste vous montrer Quarkus en un petit instant. Alors je vais le mettre en... Je ne sais plus où il est. Je pensais qu'il y avait un white mode, je ne le vois pas. Pas terrible pour l'accessibilité. Mais en fait, quand vous démarrez un projet sur Quarkus, vous avez ce code.quarkus.io et va vous permettre de choisir vos groupes, vos artefacts, tout ça. Alors maintenant, ils ont ajouté des presets, donc en disant je veux créer une web app, je veux faire des services AI parce que c'est à la mode, et je peux faire plein de choses comme ça. Vous pouvez aussi aller chercher vos dépendances à la main en recherchant ici. Typiquement, je pourrais aller chercher des choses pour une DB, notamment Postgres, et il va me proposer toutes les choses, et donc je vais pouvoir construire mon setup de mon application. Et historiquement, Quarkus est très orienté back-end, microservices, ce genre de choses. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est qu'ils ont vraiment une très chouette intégration quand on fait du full stack développement. Donc, développer une web app complète. Alors, pour ça, ils vont parler d'un arc-en-ciel pour le front-end. Alors, pourquoi un arc-en-ciel? C'est parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons pour faire du front-end. Il y a plein d'options. Alors, il y a des choses qu'on considérait historiquement comme plus anciennes, moins modernes. Tout ce qui est server-side rendering. Bon, c'est en train de revenir côté JS. Mais ils ont 3 propositions qui sont Qt, Renard et JSF. Alors pour les personnes qui ont fait du JSF, ça va vous rappeler peut-être des mauvais souvenirs. Mais ce sont des technologies typiquement qui sont là pour faire du server-side. Ça marche très bien pour le server-side, mais ce n'est pas là où je vais m'intéresser. Comme je vous ai dit, mes clients ils veulent faire du JavaScript. Je pense qu'ils n'ont jamais écrit JavaScript pour vous demander ça. Mais il y a une autre partie qui est le client-side rendering. Et ils ont 2 extensions qui existent. Ils ont Quinoa et Web Bundler. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je présente ce talk, on le fait juste avant manger.
Du coup, quand je dis quinoa, tout le monde pense à ça. Et tout le monde a faim. Alors, quinoa, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur l'image. Ça veut dire Quarkus UI No Hassle. Donc, fondamentalement, faire du front-end sans s'embêter. Alors, comment ça va fonctionner? C'est que vous allez avoir votre projet Quarkus et il va faire des choses pour vous automatiquement. Typiquement, il va appeler npm, on voit npm build. En fait, il va appeler npm sur base de goal standard de npm, donc le build, le serve si vous avez pour servir ou un start, et il va chercher ça automatiquement. Il va même détecter automatiquement votre framework et il va y copier automatiquement les bonnes ressources au bon endroit dans votre application. Ce qui va vous permettre d'avoir une expérience utilisateur très facile en vous disant ben, je n'ai pas besoin de me préoccuper, je démarre mon Quarkus et il va démarrer aussi tout ce qui est Node avec. Et il va aussi les packager quand on veut délivrer notre application. Alors, le schéma n'est pas tout à fait à jour. Je sais qu'il y a eu des changements depuis ce schéma, mais ils n'ont pas mis à jour leur schéma. Donc, je suis toujours coincé avec celui-là. Mais ce qui va se passer, c'est que comment Quarkus va faire pour identifier ben, quand je fais un get, est-ce que j'essaie d'accéder à la page HTML ou est-ce que j'essaie d'appeler un web service? Mais il va simplement essayer de faire un get pour retrouver le index.html ou le fragment d'HTML trouvé. Si ça se passe bien, super. Sinon, il va essayer d'aller voir dans mon API, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut répondre à ça? Et puis seulement à ce moment-là dire not found. Je pense que comment ça fonctionne aujourd'hui, il y a même plus fallback, ce mécanisme, il va détecter automatiquement ceci est une route pour des API, ceci est une route pour mon front-end. Et il va vraiment le faire proprement. Alors, je fais partie des gens qui apprennent beaucoup plus en voyant du code qu'en voyant des slides. Donc je vous propose qu'on bascule directement dans le code. Alors, j'ai une application ici, et je vais vous la montrer dans un instant. Si je retrouve mon... il est là. Je vais pouvoir la démarrer. Alors, typiquement, je suis quelqu'un qui aime voyager, et j'aime pouvoir planifier mes voyages. Et quand je dis planifier voyage, c'est que je ne passe pas par une agence de voyage. J'ai fait 3 semaines en Afrique du Sud, j'ai planifié mon voyage à la main, en réservant moi-même mes vols, en réservant mon véhicule, en faisant tout ça à la main. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas construire un petit outil qui va faire ça pour moi. Et je n'ai pas lancé la bonne chose. Je viens de le voir. Hop. Hop, on va lancer l'application. Donc, j'ai construit une application ici qui va pouvoir le faire. Alors, cette application, elle est très simple. Je vais rentrer un nom de voyage et pouvoir ajouter des activités. Alors, ça prend un petit instant parce que Quarkus va faire un peu de magie pour moi. Et j'ai vu une erreur qui m'inquiète, mais je suis sûr que ça va aller. Alors, j'ai mon application qui normalement n'a pas tourné parce que j'ai fait des bêtises, c'est ça? Ça tombe bien, c'est pas grave, on a un fallback. Hop. Hop, je vais redémarrer, ça ira tout seul. Tu redémarres. Hop là. C'est reparti. Alors, j'ai 2 front-end. J'en ai écrit un en Angular et j'en ai écrit un en React. Juste pour vous montrer que ça fonctionne avec peu importe la technologie JavaScript. Tant que c'est un projet Node, il va s'en sortir. Et j'ai vraiment pas de bol, parce qu'apparemment tout a décidé que ça ne fonctionnait pas ce matin. J'aurais peut-être pas dû changer quelque chose. De quoi tu te plains? MATLABL dans Activity Input. Ok. Ça tombe bien, on va faire un peu de debugging en même temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs mon IDE a tendance à pas aimer importer cet élément-là. C'est le moment de montrer que ça veut bien. Est-ce qu'il va redémarrer? Normalement, j'aurais pas redémarré, mais vu comme j'ai déjà tous les effets démo possibles, on va redémarrer par sécurité. Hop. Et normalement, tout a fonctionné. Magnifique. Tu veux bien? Tout ce que j'ai fait là, c'est que j'ai construit une application. Et je pourrais vous montrer les dépendances. Pour le coup, comme ça, vous les voyez. Gradle. Hop. C'est celui-ci. Alors, vous allez voir toutes mes dépendances ici. Donc, ce que j'ai comme dépendance, c'est que j'ai du Quarkus. J'ai des choses pour faire du REST endpoint, donc exposer des services REST. J'ai des choses pour avoir une base de données. Et j'ai Quinoa qui est là pour mon front-end. Le côté très sympa de Quarkus, c'est que j'ai pas démarré de base de données. Et je vous assure, j'ai rien démarré. J'aurais pu vous montrer mon Docker PS juste avant, mais j'ai rien démarré du tout.
Et ce que va faire Quarkus automatiquement, c'est que sur base de ce que j'ai comme dépendance, il va essayer de démarrer ce qu'il appelle des dev services. Fondamentalement, ce sont des conteneurs Docker qui vont démarrer automatiquement. Donc il a démarré pour moi une base de données Postgres sans que j'ai dû le faire moi-même. Il va la démarrer tout seul. Typiquement, je vois que j'ai une data source et en fait il a été à configurer pour moi. J'ai pas dû m'embêter. Il va faire la même chose pour tout autre service. J'aurai du Kafka, j'aurai un messaging, il va pouvoir le faire à peu de choses près. Même aujourd'hui avec de l'IA, avec les bonnes séquences, il va démarrer un petit. Si vous avez un modèle K, il va le démarrer pour vous. Ce qui est super confortable. Donc j'ai ma petite application. Alors par souci, j'ai déjà chargé quelques voyages. Et le but c'est quand même de vous montrer à quel point c'est facile. Alors j'ai normalement la possibilité, j'aimerais bien pouvoir ajouter des notes à mon voyage pour décrire est-ce que je vais à Paris pour une conférence ou est-ce que je vais à Paris pour juste me balader en tant que touriste. Alors c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors la première chose que je vais faire c'est simplement adapter ici mon composant. Et c'est un itinéraire. Et je vais pouvoir dire qu'a priori je vais rajouter celui-ci. Je vais pouvoir rajouter simplement un field en disant ceci ne va pas être une date, ça va juste être les notes par rapport à aux éventuels éléments que j'aurai. Et ce n'est pas un type date vu que ça va juste être une chaîne de caractères. J'aurais pas dû cliquer là-dessus, mais c'est pas grave. Hop. Je vais pouvoir ajouter mes notes ici en disant que a priori c'est initialisé à ceci. Je vais devoir adapter a priori mon formulaire que je ne vois pas, mais c'est juste une question d'une seconde. Top. Initial data, simple change. Oui, c'est parce que ceci est un itinéraire. Et lui a déjà les notes. Donc magnifique, j'ai déjà cette partie-là faite. La vraie question c'est si ceci s'est mis à jour. Non. Non, justement là je suis en train de modifier l'application Angular. Chose que je ne vous ai pas montré. En fait j'ai mon application qui est vraiment dans un répertoire séparé. Il n'est même pas dans le projet. Et je peux dire à Quinoa, tu peux aller chercher l'application à cet endroit-là. Ça vous permet typiquement, si vous voulez garder deux repos Git, en disant je mets mon front-end dans un repo, je mets mon back-end dans un autre repo, vous pouvez quand même l'utiliser. Ce que va proposer aussi Quinoa, c'est que par défaut, il va essayer de mettre les ressources dans un web UI. Donc dans source main web UI, c'est là où j'ai mon application React, que je pourrais fondamentalement aller débugger parce que j'ai vu que c'était juste ici qu'il se plaignait. Il se plaint de quoi? Parce que je ne vois rien. Mais du coup, en fait, si je voulais changer, je peux juste commenter. Alors, c'est pas comme ça qu'on commente, mais c'est juste, je vais désactiver la propriété. Je vais juste lui fournir le port sur lequel tourne habituellement mon application pour qu'il puisse faire le live reload comme on a l'habitude avec n'importe quel node en framework en fait. Je vais vraiment lui fournir, ok, j'ai le live reload. Et normalement, si je redémarre, il devrait pouvoir switcher d'une interface à l'autre très naturellement. Ce qui permet fondamentalement d'avoir tout ça out of the box. Pendant qu'il redémarre, si je trouve l'erreur, parce que je l'ai vu passer, API service. Alors apparemment il y a quelque part où j'importe un API service et je ne donne pas le bon nom. Si je cherche là-dessus. Hop. D'accord, il se plaint d'un commentaire. S'il se plaint d'un commentaire, c'est assez original. Hop. On va voir si lui, ça a bien voulu se rafraîchir. Non, clairement pas. There's no natural name disk. D'accord. C'est assez mignon. Si quelqu'un voit quelque chose, qu'il n'hésite pas à le crier. Je crois que dans le fichier avec API Service, non? Mais il est nommé comme ça. Alors, si je le rends content, je peux même l'appeler API Service, comme ça. Mais il me dit que les fichiers ne se correspondent pas. Je ne vois même pas parce que cette démo fonctionnait juste avant que je vienne ici. J'ai juste un. Apparemment, il n'est pas content avec ça. Si c'est vraiment ça, je suis très triste. Hop là.
C'était vraiment ça, c'est... Bon, apparemment c'était vraiment ça. Quand je disais que JavaScript est vraiment pas incroyable, voilà. Ce n'empêche que je peux revenir à ma démo d'origine. Donc j'ai mes composants, vous avez vu que j'ai switché d'un front-end à l'autre. Tout ce que j'ai eu à changer, c'était le répertoire. C'est assez confortable. Et je vais pouvoir fondamentalement faire la même chose. Alors j'ai mon formulaire d'itinéraire. Je vais rajouter une description que j'avais appelée notes de mémoire. Hop, on va faire ça. Je vais pouvoir dire que je vais pouvoir setter mes notes. Hop. Et a priori, je vais même aller chercher l'initial data.note. Et je vais juste rajouter que je les envoie à mon backend. Jusque là, ce qui va se passer, c'est que si je rafraîchis ma page et que je ne fais pas des bêtises, apparemment j'ai fait des bêtises. Décidément, cette démo ne veut pas fonctionner ce matin. Note, j'ai rajouté ici et j'ai probablement pas ajouté le formulaire, ce qui... Hop. C'est normal qu'on le voit pas du coup. Hop, là, on a dit que c'était des notes. Alors j'ai quelqu'un qui est en train de me juger là parce que je respecte aucune règle d'accessibilité, mais ça va aller. Cette note, hop là. Et normalement maintenant, on voit que j'ai mes notes. Donc il se rafraîchit comme vous avez l'habitude quand vous utilisez n'importe quel framework JavaScript et j'ai rien fait. L'autre partie, c'est qu'il faudrait que je puisse sauver mes notes. Donc ce que je vais rajouter simplement, et en fait elles sont déjà là, j'aurais pu totalement changer mon backend à la volée et Quarkus aurait juste mis à jour mon modèle pour moi. Pas besoin de redémarrer. Je peux changer mon code Java et qui se reload automatiquement, sans même devoir faire un build ou quelque chose comme ça, comme on aurait l'habitude avec Spring. Je vais pouvoir le faire, il va le faire automatiquement, il va faire le change detection et le mettre à jour. Ce qui veut dire que je peux typiquement reprendre ma destination et très comiquement il a décidé que dans ce cas là je l'avais bindé sur la mauvaise chose, mais je pourrais mettre note de manière... Tu crois que c'est une date? Ouais, je pense que mon formulaire alors c'est normal, ça devrait être une description, ça devrait être notes ici. Donc quoi, copier-coller, c'est mal. Si tout le monde peut en retenir quelque chose. Donc je pourrais écrire des notes ici. Et si je mets à jour, on voit que mon backend s'est mis à jour. Tout fonctionne. Super. Alors, tout ça est vraiment très chouette. Mais ça peut vraiment aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des gens qui aiment bien l'IA ici ou vous détestez tout ça? Pourquoi pas? Allons-y. Vu que j'ai perdu pas mal de temps avec ces démos qui ne voulaient pas fonctionner, je vais prendre un petit raccourci, ça s'appelle mon Git. Hop. Alors, checkout. Alors, je vais redémarrer dans ce cas-ci juste parce que fais ça, bien entendu, je ne vais pas le faire de manière intelligente. Hein. Hop, moi de la magie. Oui, c'est très bien. On oublie. Hop. J'avais pas prévu. Il n'y a plus de conflit, il y en a encore un. C'est quoi le conflit? On l'a résolu. Hop. Je cherche le conflit. Ah oh, celui-là il est bien. Vraiment c'est la même chose. Donc j'aurais dû faire un git checkout et on va le faire un hard, comme ça il va arrêter de m'embêter. Hop. Je vais redémarrer mon application. Et alors ce que j'aurais voulu vous montrer, c'est que j'ai rajouté un AI service. Alors l'idée ici c'est juste qu'il puisse m'écrire une petite description de mon voyage. Parce que c'est bien, j'ajoute des activités, mais ce serait bien que quelqu'un me donne un vrai planning de voyage. Et soyons honnêtes, je suis un développeur, je suis fainéant. S'il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi, c'est bien une IA. Donc je vais faire ça. Ce que j'ai rajouté, j'ai juste rajouté un endpoint ici, en disant, je vais trouver mon itinéraire sur base de son ID, et ensuite, je vais lui demander de générer quelque chose. Alors, hop, bien entendu, tout a planté, parce que j'ai décidé de faire ça un petit peu comme un forcené apparemment.
Il a ça. Qu'est-ce qui se... Ah. Oui, si je démarre le mauvais process 2 fois, ça va pas aller. Si vous regardez, il essaye même de recompiler là, avec tous les changements que j'ai forcés sur Git. Alors j'y étais un peu troll parce que j'ai besoin d'une image au lama pour démarrer mon service d'IA. J'ai besoin de nouvelles dépendances. C'est un peu violent, vous ne feriez pas ça normalement. Rajouter une dépendance dans une extension, normalement ça, il arrive à la hot reload, même comme ça. Donc il n'y a pas besoin de redémarrer. Et si tout se passe bien maintenant, et hop, allez, on voit qu'il lance les conteneurs qu'il faut. Ah, et apparemment mon API, il aime vraiment pas ça. Pourquoi il s'est réveillé en se disant qu'il aimait pas ça, j'en sais rien. Donc on va le renommer. Hein. Hop. Ça démontre bien qu'il reload tout mon front-end très sympathiquement. Et donc si je reprends mon petit voyage, allons à Tokyo, je peux lui demander de générer une description. Alors ça va prendre un peu de temps. J'ai pas les CPU de OpenAI sur ma machine, je suis désolé, ni les GPU. Mais ça va prendre un peu de temps et on voit qu'il est capable de le générer. Tout ce que je viens de démontrer en fait, c'est plein de choses qui vont faire fonctionner out of the box et hot reload. Et vous, tout ce que vous avez fait, c'est copier votre projet Node dedans. Alors, il y a des gens qui aiment vraiment pas Node, ni NPM. Et je peux les comprendre, j'ai eu des mauvaises expériences avec. Et si on pouvait jeter NPM par la fenêtre, ce serait cool. Et pour ça, il y a ce qu'ils appellent le Web Bundler. Alors l'idée du Web Bundler, c'est on se débarrasse complètement de nos dépendances NPM. Donc si on prend un projet Java classique, on a un POM XML ou un Gradle qui contient nos dépendances, on a notre backend Java et on a des ressources. Alors nos dépendances, on va y toucher un tout petit peu. On va ajouter des dépendances un peu particulières qui vont devenir de MVNPM ou de WebJar. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on va prendre des dépendances Node et les transformer en dépendances Java. Alors, fondamentalement, si je vous montre vite fait NVNPM, c'est pas très loin de ce que vous avez l'habitude quand on va voir un NPM, et je peux chercher pour une dépendance au hasard React, et on va pouvoir avoir ma dépendance avec tout son artefact. Donc vraiment comme si c'était une dépendance Java. Alors, pour faire ça, alors il existait depuis très longtemps des WebJar. L'idée c'était très simple, c'est je prends tout mon Node et je les convertis, je les mets, alors pas dans une jar de cookies pour le coup, mais dans un jar Java pour pouvoir l'importer automatiquement. Ce qui a se passé, c'est que c'était super cool parce on était dans un environnement JVM complet, on utilisait tous nos outils habituels Java, mais on se retrouvait encore avec toutes les dépendances transitives qui passaient par là. On avait le naming de NPM qui n'est pas incroyable. Et on pouvait même se retrouver avec des dépendances qui n'étaient pas stables. Et je pense qu'il n'y a personne qui va avoir des dépendances non stables en production. Ce qui amène à NVM-NPM, qui est à peu de choses près la même chose que WebJar, à part qu'il va automatiquement pull tout ce qu'il y a sur le NPM registry. Il va uniquement prendre les versions stables, ce qui est beaucoup plus raisonnable pour une application qui va en production. Il va filtrer le contenu parce que dans les WebJar, on avait même les sources du projet. On avait plein de choses qu'on n'avait pas besoin. Là, il va juste prendre ce qui a été minifié, juste le .js qu'on a besoin au final. Ça ne sert à rien d'embarquer tout ça, surtout qu'on ne fait que les utiliser. Et il va aussi nettoyer un petit peu tous les noms de packages pour qu'on ait quelque chose de plus Java et moins NPM en fait. Alors, pour le reste, notre backend Java ne va pas changer. Nos ressources vont un tout petit peu changer dans la mesure où on va avoir notre web app qui va se retrouver dans un répertoire web/app et on va avoir un template qui est un index.html et dans cet index.html, je vais un peu trop vite, ce web bundler ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement appeler ESBuild qui est le standard pour builder du JavaScript. Donc il va prendre tout ce qui est JavaScript, TypeScript et CSS et autres. Il va faire le tree shaking pour nous, il va faire la minification, il va faire même le source map. Donc tout ce que Node ferait pour nous, il va le faire pour nous. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repackager tout ça dans notre application pour qu'on puisse l'utiliser. Alors, c'est là où j'aurais voulu pouvoir tout coder et vous montrer tout ça. Mais j'aurais clairement pas le temps. Alors, hop, je vais stopper ce process-ci.
J'ai ici un petit jeu que je vais pouvoir démarrer. Et pendant qu'il démarre, je vais vous montrer mes dépendances. Si je prends mon pomme XML, hop, qu'on regarde un peu mes dépendances, ben on va voir apparaître des dépendances comme hop, React, ici. Et en fait, je vais avoir mes dépendances qui vont être chargées comme des dépendances Java, mais qui vont être importées automatiquement dans mon projet. L'autre petite astuce, c'est que l'index HTML, où il manque clairement la langue pour l'accessibilité, je vais lui fournir un petit tag un peu bizarre qui s'appelle dièse_bundle. Et qu'est-ce que fait ce dièse_bundle? En fait, il va faire tous les imports JavaScript que vous devriez faire habituellement. Il va le faire pour vous sans que vous le voyez. Et donc, si tout se passe bien, j'ai l'impression de répéter cette phrase, j'ai mon petit jeu ici qui tourne. Alors, je vais créer simplement le jeu pour vous le montrer. C'est un simple snake. Mais tout ça tourne sans que j'ai dû une seule fois appeler npm. J'ai pas un seul fichier Node. Je pourrais vous rechercher. J'ai pas de package. Alors j'en ai un ici et ça s'appelle un REST, je présume. Hop. Le package JSON, en fait, ici, vous regardez, il est vide, donc c'est clairement pas lui qui importe quelque chose. Donc j'ai vraiment tout fait sans tout ça. Alors tout ça, bien sûr, je pourrais builder un conteneur Docker, je pourrais créer une image native Java. Tout ça fonctionne out of the box. Ce qui m'amène à ce que vous voudriez retenir. Nos applications Java, ben, elles n'ont plus besoin de se battre avec Node aujourd'hui. On a ici deux solutions qui marchent out of the box. Et la première, elle est facile à implémenter. Vous pourriez prendre votre existant et juste copier vos sources ou donner le path et il va les utiliser. Ce qui va vous donner une expérience développeur tant pour le front-end que pour le back-end bien supérieure parce que même un développeur front-end peut juste faire start du process Java et il a tout son environnement qui fonctionne comme s'il était sur Node. Et il ne doit plus s'embêter à devoir moquer des choses, tout fonctionne out of the box. Il y a même les conteneurs qui démarrent pour lui, c'est incroyable. L'intégration elle est super facile. Comme j'ai dit, je peux builder une application, que ce soit une image Docker, une image native, ça fonctionne out of the box, donc on est vraiment prêt pour la production. Et le Quinoa il supporte vraiment énormément de frameworks. Le web bundler est un peu plus limité parce qu'il passe par ESBuild, donc il faut avoir un front-end qui supporte le ESBuild. Par exemple, React Angular, je ne pourrais pas l'utiliser en l'état aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont s'intégrer au fur et à mesure, et donc on a vraiment quelque chose d'assez riche. Et normalement, mon temps est quasi écoulé. Je vais juste vous demander, si vous avez le temps, juste de faire un petit scan, me donner des feedbacks, je l'apprécierais. Alors clairement, j'ai pas eu le temps, les démos n'ont pas été dans le bon sens, mais j'espère que je vais donner envie de tester au minimum Quarkus, d'aller voir ce que vous pouvez faire avec un front-end qui est embeddé avec un back-end Java.